suis aussi ravie d'être aujourd'hui ici, de retour, il faut dire, et de vous présenter un texte et quelques recherches sur les luttes sociales féminisées dans les hôpitaux et les crèches en Allemagne. Et pour vous donner un aspect, ce que je vais faire aujourd'hui, quelques mots généraux sur les causes et contextes des luttes de soins ou des luttes de care, on peut aussi dire en Allemagne. Et après, je vais parler sur deux branches. Les hôpitaux, au début, je vais toujours donner des traits généraux, hein, et je vais raconter un conflit récent dans les hôpitaux. C'est le conflit qui a eu lieu en automne 2024 à l'Université de médecine de Hanovre et dans les crèches. Aussi, au début, j'esquisse un peu le développement général et un conflit récent qui a échoué, il faut dire, la grève dans les crèches berlinoises et une conclusion. Alors, les luttes de soins en Allemagne. Il faut dire les luttes de soins ou les luttes de care, elles font partie d'un développement un peu plus général, ce que j'appelle la féminisation des grèves en Allemagne. Et je crois pas seulement en Allemagne, c'est un développement aussi en Angleterre et en France aussi, à mon avis. Et cet phénomène socialement significatif s'appuie sur plusieurs grandes tendances de développement que j'ai mis là sur le PowerPoint. Tout d'abord, il faut dire qu'il y a une présence accrue des femmes allemandes dans la vie professionnelle. Entre 1991 et 2022, le taux d'emploi des femmes a augmenté de 62 à 75%. C'est plus très loin des taux d'emploi des hommes. Les filles, ils ont aussi beaucoup mieux qualifié aujourd'hui. Les filles obtiennent des meilleurs résultats que les garçons à l'école. Elles étudient et obtiennent leur diplôme professionnel tout aussi souvent que les garçons. Mais la segmentation genrée du marché du travail persiste, notamment dans les professions de soins. Ils sont fortement féminisés jusqu'à aujourd'hui. Je crois aussi en Angleterre, en France, en Allemagne, c'est pareil. Cette émancipation des femmes sur le marché du travail est étroitement liée avec des nouvelles structures familiales. Le modèle de l'homme comme seul apporteur de revenus pour la famille a perdu de son importance et le ménage à deux revenus est bien la nouvelle norme, malgré que, ou bien que les femmes employées, ils travaillent en Allemagne à moitié en temps partiel, hein. Le taux de temps partiel est à 50% quand même. Mais il existe aujourd'hui aussi une grande proportion de familles monoparentales et de mères de famille. Donc, les femmes aujourd'hui, elles peuvent, elles veulent et elles doivent être employées. Mais elles reçoivent toujours 16% de salaire au moins pour leur travail, comparé avec les hommes. Donc, la révalorisation du travail des femmes est un objectif principal des grèves féminisées. Troisième point, là, et, euh, depuis les années 2000, il faut dire, il y a un processus assez radical de restructuration néolibérale du marché du travail et du secteur public en Allemagne, et pas seulement en Allemagne, pareil. La précarité de l'emploi et la détérioration des conditions de travail qui en résultent touchent surtout les femmes et aussi les migrants et migrantes. Il y a un processus de commercialisation et de privatisation dans de nombreux secteurs de services. En conséquence, la couverture des contrats collectifs s'est réduite. Les bas salaires se répandent et aussi le stress au travail. Les effectifs dans de nombreux secteurs de la fonction publique se sont réduits à un point tel que la qualité et la fonctionnalité des services publics sont menacées. Les hôpitaux sont devenus des usines blanches et les crèches doivent de plus en plus souvent fermer des journées entières par manque de personnel. Il y a une pénurie de personnel infirmier pour les personnes âgées, pour les malades, les invalides et les handicapés.
un problème qui va s'aggraver encore avec le vieillissement de la population. La pénurie de main-d'œuvre, der Facharbeitermangel, dit en allemand, menace la santé des employés et des clients et la qualité du travail de soins ou de care en général. La situation est gravement incompatible avec l'éthique professionnelle des employés du secteur de care et les luttes de soins sont donc l'expression paradigmatique d'une vraie crise de la reproduction. Ces luttes s'articulent autour des revendications des meilleures conditions de travail, d'un plus grand nombre de personnel, d'une meilleure appréciation du travail de care et de la révalorisation du travail féminin, mais aussi de l'amélioration des soins existentiels pour l'ensemble de la population. Donc, dernier point, mais à mon avis pas le moindre, la féminisation des grèves et les luttes de care sont également liées à des changements dans les stratégies syndicales. À partir du milieu des années 2000, les syndicats allemands ont réagi à la réduction du nombre de leurs adhérents par de nouveaux concepts de mobilisation et d'organisation axés sur le conflit et sur la participation directe. Ces stratégies sont souvent appelées des stratégies de organizing. Et il s'est vite avéré que les femmes employées dans les professions du care, c'est-à-dire les infirmières, les éducatrices, se sont montrées particulièrement réceptives à ces stratégies. Les conflits de travail dans les hôpitaux et dans les crèches ont donc développé une dynamique prononcée, ce que je vais maintenant décrire un peu plus en détail. Alors, commençons avec les hôpitaux. Là, il faut dire, les luttes, ils datent aussi déjà des années 2010, début des années 10, mais la première grève très, très importante pour tout le développement a eu lieu à la Charité de Berlin. Je ne sais pas si vous avez déjà écouté sur ça, oui, quelqu'un connaît ça, parce que c'est vraiment le conflit phare. C'était... Hein? Il y a une chronique internationale. Oui, d'accord, mais peut-être pas tout le monde l'a lu, je ne sais pas. Oui, d'accord. Mais cette première grève, dans l'année 2015, euh, il avait du succès et c'était la première convention collective de décharge qui a été conclue, Entlastungstarifvertrag. Le contenu de cette contrat collectif était des règles exactes pour la répartition du personnel. Et il pouvait être conclu parce que les activistes à la Charité, ils ont développé aussi des nouvelles stratégies de grève. Une des points les plus importants était des accords de service d'urgence, des Notdienstvereinbarungen, qui permettaient de vider carrément des lits et des stations en avance pour pouvoir faire la grève. Je peux expliquer ça aussi encore plus en détail plus tard. Et l'autre stratégie importante, c'était justement le organizing. On a construit tout un réseau des activistes très démocratiques de base. Et le contrat collectif à la Charité était l'exemple pour beaucoup d'autres mouvements de grève entre 2015 et 2025. Alors aujourd'hui, il existe 27 telles conventions collectives de décharge, surtout dans des autres hôpitaux universitaires dans toute l'Allemagne. Ce qu'on a appris maintenant dans les dernières 10 ans, d'inclure aussi une meilleure gestion de conséquences, Konsequenzenmanagement, pour les cas que les règles de dotation du personnel ne soient pas respectées. Alors, dans ce cas-là, aujourd'hui, les employés, ils reçoivent des points de décharge et s'ils ont assez des points de décharge, ils reçoivent des périodes de repos supplémentaires, que ça soit sanctionné, hein, que c'est violé. Bon, alors, on a aussi appris d'inclure des services souvent externalisés ou sous-traités dans les hôpitaux, de les inclure
dans les contrats collectifs, c'est-à-dire le nettoyage, les transports des lits. Et on a aussi appris que c'est très important de faire le lien avec des acteurs sociaux pendant les conflits pour politiser le conflit. Et tout ensemble, on peut dire que ces conflits ils coûtent pas mal cher aux syndicats parce qu'il faut payer les faux frais pour la grève et aussi parce qu'il y a des activistes spécialisés dans le organizing qui sont employés dans ces grèves. Alors, ça coûte cher aux syndicats, mais ces conflits rapportent aussi beaucoup de nouveaux membres syndicaux, hein. Alors, ça vaut le coup, en gros. Bon, juste pour donner un exemple, le dernier conflit dans ce cadre était à l'Université de médecine de Hanovre en automne 2024. L'université de médecine, c'est aussi un hôpital universitaire, pareil comme la Charité, qui fait partie de la service public du Land de Basse-Saxe. Il y avait environ de 600 grévistes et Verdi a mené des négociations pendant plusieurs semaines et des grèves d'avertissement. C'était en août-septembre surtout, ces grèves. Et là, on a vu la première fois des nouvelles contre-stratégies des patrons. Il y avait deux stratégies. En gros, l'association patronale des Landes allemandes, die Tarifgemeinschaft Deutscher Länder, la TDL, a interdit à tous leurs membres la conclusion des conventions collectives de décharge. Alors, et le management de l'université de médecine de Hanovre, ils argumentaient qu'ils peuvent pas faire le contrat parce que sinon, ils soient exclus de l'association patronale. La deuxième stratégie, c'était des démarches juridiques contre les grèves, qui avaient en partie même du succès. Il y avait l'interdiction, quelques jours de grève d'avertissement, hein, qui était vraiment interdit. Mais néanmoins, début octobre, presque 97% des membres de Verdi y ont voté pour une grève non limitée, qui enfin n'était même pas nécessaire. Fin octobre, le management, ils n'ont pas conclu une convention collective, mais un accord en droit des obligations, je ne sais pas comment traduire en français, eine schuldrechtliche Vereinbarung, c'est une autre forme juridique en gros, mais qui est quand même valable pour les employés. Et cette schuldrechtliche Vereinbarung, elle contenait des règles de dotation du personnel et aussi une règle pour des points de décharge, tout à fait comme dans des autres contrats collectifs. Et même les services, ils s'étaient inclus dans ces règles. Alors c'était un succès quand même, encore. La situation est un peu plus compliquée, à mon avis, dans les crèches allemandes. Les sujets, ils sont similaires, mais les situations de grève sont plus compliquées. Alors, pour décrire un peu le développement, en 2009, il y avait les premières, c'était en vérité pas les premières grèves de crèche, il y en avait déjà dans les années 80, hein, mais dans le nouveau cycle des luttes, ça a commencé en 2009. Pour être un peu plus exact, c'était pas une grève des crèches, mais la grève dans les services sociaux et éducatifs. C'est ça la branche qui était mobilisée. Et cette première grève a eu lieu pour une meilleure protection de la santé, mais surtout pour une réforme des règles de la classification salariale. C'était pour la révalorisation du travail de soins substantiel. Ça, c'était le but, en gros, déjà de la première grève. C'était un mouvement collectif sur le niveau de branche, alors ne pas comme dans les hôpitaux sur le niveau d'établissement, mais sur le niveau de branche. Ça veut dire c'était dans toute l'Allemagne, mais seulement dans un tiers des établissements, parce que deux tiers des crèches appartiennent ou à l'Église ou ils sont privés, hein. Alors c'est juste les crèches de la branche du secteur public, en gros, qui sont touchées.
Dans l'année 2009, il y avait des jours de grève tournante, des dizaines de milliers de grévistes, mais le résultat, c'était, ça a un peu amélioré les salaires, oui, mais ça a déçu beaucoup d'attentes. Alors, on a recommencé en 2015 avec une grève beaucoup plus grande encore. C'était plusieurs semaines de grève générale, vraiment dans toute l'Allemagne. Et c'était une grève, pas des jours, mais qui tenait, ça dépendait du long, de 4 semaines ou même 6 semaines, hein, en entier. Il y avait aussi des nouvelles stratégies démocratiques de base pendant cette grève avec des assemblées des délégués des grèves qui n'avaient pas eu lieu avant. Alors, c'était vraiment nouveau. La participation était massive, mais les effets de la grève étaient limités parce que les conséquences de la grève, ils ont surtout touché les parents et ne pas l'adversaire, hein. Il n'y avait pratiquement pas de dégâts économiques pour les patrons, hein, parce que tout au contraire, ils touchaient les parents, ils ont continué à payer les faux frais. Et les patrons, ils ne devaient pas payer les grévistes. Also, ils ont même fait du profit, aussi, on peut dire, hein, par la grève. Alors, ils n'ont pas bougé, vraiment, les patrons. Et enfin, il y avait des longues querelles sur l'acceptation du résultat qui a aussi déçu beaucoup d'attentes, comme avant, hein. Et il y avait pas mal de conflits internes dans Verdi après. Bon, alors on a appris dans l'année 2022, c'était la troisième tour de ce mouvement. Et on est revenu au jour de grève tournante. On a affaibli un peu les structures démocratiques. Et en gros, il faut dire, dans ce moment, les éducatrices et les parents ils étaient bien fatigués de la pandémie Corona. Alors, la lutte, elle était un peu réduite, mais ils ont relativement vite gagné, ne pas seulement une meilleure salaire, mais aussi, euh, nouveau dans ce cas-là, étaient des revendications de décharge de travail, un peu comme dans les hôpitaux. Et ils ont gagné, des grévistes, 2 jours régénératifs, alors 2 jours de congés supplémentaires, ce qui n'est pas rien quand même. Nouveau dans ce cas-là étaient aussi des alliances entre syndicalistes et féministes, parce que le premier jour de la grève a eu lieu le 8 mars. Et on continue de faire ça aussi maintenant, hein. Il y a aussi un nouveau mouvement de contrat collectif. Et là aussi, le premier jour de la grève a eu le 8 mars encore. C'était pareil. Bon, vite fait, vraiment, c'est presque la fin, mais la grève interdite dans les crèches berlinoises comme exemple récent. Alors, cette grève a eu lieu entre juin et octobre 2024 et il aurait dû être la grève phare en matière de décharge. Alors, le but était, comme dans les hôpitaux, vraiment des règles de dotation de personnel et des points de décharge. Et c'était bien préparé par Verdi pendant toute une année, hein. Il y avait 2282 crèches berlinoises inclus dans ce mouvement, c'est-à-dire environ de 7000 employés. Alors, c'était pas sur le niveau fédéral, hein, mais donc bien à Berlin, c'est une taille gérable, comme Verdi dit. Alors, mais bon, alors, toute une année, ils ont préparé cette grève et ils ont commencé en juin 2024 avec des journées de grève d'avertissement avec plus que, alors, environ de 2000 employés qui participaient. Mais ils avaient des problèmes dans les médias dès que le début, qui était bien répressif. Et le Sénat berlinois a refusé de négocier aussi sur le prétexte que l'on sera qu'on serait exclu de la TDL, ce que je disais avant, hein, qu'ils disaient qu'ils ne peuvent pas négocier. Mais quand même, en septembre 2024, environ 92% des membres de Verdi votaient pour la grève générale dans les crèches et ils étaient bien préparés, ils voulaient faire ça. Mais
le Sénat du Berlin demandait une injonction contre le lancement de la grève et gagnait enfin dans deux instances. Cela veut dire que la grève était interdite, hein, avec l'argument que Verdi se trouvait dans l'obligation de paix sur le thème de l'allègement des charges par le dernier accord tarifaire des Länder. Alors ça, c'était vraiment la grève était interdite, hein, à Berlin. Bon, conclusion. Les grèves dans les hôpitaux et les crèches sont deux exemples marquants des conflits acharnés actuels au sein de la crise de la reproduction. Elles montrent une confiance en soi féminine accrue. Dotées de bonnes qualifications, forcées et disposées à se nourrir non seulement elles-mêmes, mais souvent aussi leurs enfants et parfois leurs partenaires, ainsi qu'émancipées de plus en plus dans les syndicats. Elles exigent non seulement un salaire égal pour un travail égal, mais aussi une réévaluation fondamentale du travail des femmes. Plus de personnel dans les professions de soins et un allègement de charges de travail. C'est ça les buts. Et les luttes vont bien au-delà des syndicats car ils abordent des questions fondamentales. Pourquoi payons-nous les gens qui construisent des voitures plus que ceux à qui nous confions nos enfants? Quelle est la valeur d'un bon système de santé et d'une bonne éducation pour une société? Pourquoi le secteur social est-il si gravement sous-financé? Et les profits sont-ils plus importants que les vies humaines? C'est ça les sujets, hein, qui sont en jeu. Mais les greffes de soins rencontrent souvent des conditions difficiles. Malgré une grande force de mobilisation, les ressources du pouvoir restent souvent précaires. Des nouvelles tactiques de grève créatives et souvent des alliances avec d'autres mouvements sociaux sont nécessaires pour exercer une pression politique. De cette façon, les nouvelles grèves de femmes contribuent à la revitalisation des syndicats et au renouveau du mouvement ouvrier. Normalement, j'aurais maintenant conclu ma présentation à ce point-là. Il y a un an, j'aurais conclu comme ça. Mais là, j'ai réagi à quelques tendances nouvelles. Ça, c'est vraiment la dernière. Hein. Alors, ces derniers temps, les tentatives de répression à l'encontre des grèves des soins se sont multipliées, non seulement de la part des organisations patronales, mais aussi du côté politique. Il semble que la grève des crèches interdites à Berlin n'est pas un hasard, mais il s'inscrit dans une histoire récente où le droit de grève, déjà faible en Allemagne, est attaqué, contesté et parfois encore restreint. La grève interdite de crèches berlinoises s'inscrit donc d'une part dans le cadre des conflits exacerbés entre syndicats et patrons, et d'autre part dans une dynamique virulente du féminisme contre l'antiféminisme. Il intervient à une époque où les idées réactionnaires se renforcent de diverses manières, voire le pourcentage de la AfD, hein, dans les élections. Et le soi-disant changement d'époque, Zeitenwende, après le début de la guerre en Ukraine et la militarisation de l'économie et de la société résultent dans des milliards d'argent public qui sont utilisés pour l'armement au lieu de l'amélioration de la situation des soins dans les hôpitaux et les crèches. Mais malgré tout, la crise de reproduction ne peut pas être interdite, elle doit être résolue. Et c'est sûr, le cycle de lutte des dernières 15 années a permis une prise de conscience. Des milliers de travailleuses de soins ont acquis une expérience de la grève. Le taux de syndicalisation a augmenté et il est donc sûr et certain que les luttes passées ont préparé le terrain pour les grèves à venir. Bon, merci pour votre attention. Merci beaucoup. Et je laisse la parole à Eve pour une première discussion. Merci beaucoup. Alors déjà, je tiens à m'excuser pour mon retard. Je suis désolée, j'arrive de Nantes ce matin et je suis un peu perdue dans le centre commercial de mon avis. Mais je suis vraiment très contente d'être là et de pouvoir discuter votre papier qui m'a beaucoup intéressée.
Et voilà, parce que ça fait vraiment écho à mes propres intérêts de recherche, que pour dire un peu moi d'où je parle. Donc, je suis plus au CRESA, je suis au centre, donc, au Centre nantais de sociologie, donc à Nantes. Et en fait, moi, j'ai fait ma thèse sur l'engagement des femmes dans le mouvement ouvrier, plutôt à partir l'étude d'une usine dans l'habillement, donc dans l'ouest de la France, l'usine Chantel de lingerie. Voilà. Et toutes les luttes qu'elles avaient menées. Et puis, plus récemment, donc, dans le cadre du projet Covicaire que Laura a cité, coordonné par Clémence Ledoux, je me suis intéressée donc aux mobilisations d'aide à domicile auprès des personnes âgées. Donc, c'est une partie du tableau que vous montrez. Et donc la discussion des cas français et allemands est vraiment très intéressante, je trouve, mais je dois préciser que je connais très peu la situation en Allemagne, donc ouais. Je suis désolée si j'ai des remarques qui sont à côté. Donc, comme vous le dites dans le papier que vous aviez envoyé, les grèves d'aujourd'hui, elles sont intéressantes à placer dans l'histoire du mouvement ouvrier en général et des grèves de femmes. Et vous dites bien que les femmes ont toujours milité, mais que ce qui a changé beaucoup, c'est leur visibilité, la place qui leur est donnée dans les organisations syndicales, etc. Et donc ça, c'est intéressant à avoir en tête et à voir que voilà un peu ce mythe du militant viril à longueur de foule, qui était quand même très présent il y a environ 50, 60 ans, a quand même fait un peu son temps. Et qu'il y a vraiment un vrai changement des cultures politiques et des cultures syndicales et d'ouverture voilà, aux femmes. Et vous le dites, la féminisation de la grève, elle est en partie liée à la tertiarisation du marché de l'emploi et la place de ces secteurs-là. Et la question du taux d'emploi des femmes qui a beaucoup augmenté. Mais je crois que les situations françaises et allemandes sont un peu différentes de ce point de vue-là, dans le sens où le temps partiel est particulièrement élevé en Allemagne. Et du coup, j'aurais voilà, juste un peu une de mes questions un peu globalement vis-à-vis de tout ce que vous dites, c'est de quelles femmes parle-t-on précisément, enfin de quels milieux sociaux sont-elles et donc ces femmes qui travaillent beaucoup, voilà, est-ce qu'il y a des variations en termes des milieux sociaux, des qualifications? Est-ce que ce sont plutôt les femmes plus qualifiées qui travaillent plus ou au contraire les femmes moins qualifiées? Enfin, j'y reviendrai un petit peu après. Et en tout cas, vous reliez ces grèves à la crise de la reproduction, aux luttes de soins. Je trouve ça vraiment très intéressant de voir les choses sous cet angle-là, parce que clairement, elles sont en première ligne, comme elles sont potentiellement celles qui sont en bas de l'échelle dans les organisations, par exemple comme les hôpitaux. C'est elles qui vont être en première ligne face aux réformes néolibérales que vous citez, qui attaquent les emplois, les salaires, les conditions de travail. Et donc, c'est intéressant de comprendre que ces secteurs-là, qui longtemps ont été un peu ignorés ou en tout cas qui n'étaient pas perçus comme stratégiques par les organisations syndicales, cette chose-là a changé avec cette crise de la reproduction et le fait que c'est des secteurs qui peuvent potentiellement, en tout cas théoriquement, mobiliser plus largement au-delà des travailleurs et des travailleuses. Voilà, même si vous citez bien que le soutien des usagers est toujours difficile à obtenir. Et donc, vous montrez aussi bien que voilà, toutes les questions de l'organizing, des mutations des stratégies syndicales, et on voit bien que ça marche dans le cas des crèches, parce que même si la grève a été interdite, alors, d'un point de vue français, après, bon, il y a certainement des personnes dans la salle qui sont bien plus au courant que moi de ce qui se passe aujourd'hui dans ce secteur-là, mais ça me paraît quand même assez impressionnant comme mobilisation. Donc, c'est tellement difficile de mobiliser dans les crèches. C'est voilà, c'est quand même impressionnant, comme quoi ça marche, cette stratégie de long terme mais voilà, là encore, j'ai un peu sur le fait d'investir de plus en plus les femmes dans les organisations syndicales allemandes. Qui sont les femmes qui s'investissent vraiment dans ces syndicats? Est-ce que c'est des femmes qui sont plutôt en bas de l'échelle des emplois ou plutôt des femmes plus qualifiées? Enfin voilà, cette question de la qualification quand même est importante. Et en tout cas, tous ces processus-là, ils me paraissent communs à la France et à pas mal de pays européens, que ce soit sur les dynamiques de nidification et les difficultés à se mobiliser. Alors, sur les grèves dans les hôpitaux et les garderies particulièrement, enfin les crèches, je ne vais pas être très long, mais en fait, j'ai juste envie de faire quelques petites remarques qui pourront peut-être nourrir un peu la discussion. C'est la question de l'échelle des mobilisations. C'est-à-dire que c'est pas la même chose dans un hôpital de se mobiliser à l'échelle d'un établissement sur des normes qui sont de cet établissement en particulier ou de se mobiliser à l'échelle de l'ensemble des crèches d'un pays. Voilà. Et donc ça pose pas mal de questions sur ce que
pour dire d'où ça me vient, c'est que voilà, les mobilisations dans le secteur de l'aide à domicile en France, souvent c'est à une échelle assez petite. Enfin, soit c'est des mobilisations, je veux dire, des négociations qui se passent à l'échelle des branches, mais pour ce qui est de la mobilisation vraiment sur le terrain, des aides à domicile elles-mêmes, souvent c'est à l'échelle d'une association très locale, quoi. Mais il y a toujours cette question de quelle est la place de l'État dans tout ça, qui est quand même le financeur principal, qui est... et il y a l'État, puis il y a aussi les départements, donc qui sont un peu les collectivités locales. Voilà, est-ce que ce sont eux les ennemis, enfin ceux à qui on s'adresse et à qui on demande des choses? Est-ce que ce sont plutôt les médiateurs? Est-ce que ce sont les arbitres? Enfin, voilà, on me pose une question sur comment c'est dans la situation allemande cette place de l'État dans ces mobilisations-là. Et puis ça dépend justement beaucoup de l'échelle à partir de laquelle on se situe, parce qu'il y a la question la fragmentation des statuts, parce que dans un hôpital, bon, c'est très hiérarchisé, il y a plein de professions différentes, dans les crèches moins. Donc voilà, qu'est-ce que ça change aussi, sachant qu'en France, dans l'aide à domicile, moi je parle de ça parce que c'est ce que je connais le mieux là actuellement, la présence de trois conventions collectives différentes, c'est vraiment quelque chose qui pose problème d'élargir les mobilisations. Enfin bon, bref. Donc c'est une question d'autant plus présente que depuis la crise sanitaire du Covid, l'État a repris quand même un peu de place. Enfin, disons que pendant la crise du Covid, il y a eu des revendications qui ont été adressées directement à l'État par ces aides à domicile qui se sont mobilisées. Mais en fait, les conflits à l'échelle nationale sont très rares. Et tous ces conflits posent aussi la question de la mixité-non-mixité, parce que dans les crèches, il y a quand même plus de non-mixité, enfin, elles sont que entre femmes potentielles, enfin, plus facile. Je ne sais pas comment c'est en Allemagne en tout cas, mais en France, c'est le cas. Et donc, voilà comment ça se passe. Vraiment, là, je suis à l'échelle locale, hein, pas à l'échelle générale, de se mobiliser que entre femmes ou de se mobiliser dans un univers plus mixte. Voilà. Et, ça joue comment dans les dynamiques de mobilisation? C'est des choses moi, qui m'intéressent. Sur la question des alliances avec les mouvements sociaux, je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est vrai que c'est une mutation qui est assez générale. Mais pour ce qui est des mouvements féministes, sur quel registre ça s'est fait? Enfin, enfin, j'aimerais bien que vous en disiez plus de ça. Parce que, parce qu'en tout cas, moi, dans les personnes, les aides à domicile que je rencontre aujourd'hui ou des ouvrières de l'habillement que j'ai pu rencontrer il y a quelques années, il y a quand même une réticence assez forte à l'alliance avec les féministes. Parce que voilà, considération que c'est pas forcément les mêmes problématiques, que c'est pas qu'on parle pas vraiment des mêmes choses, que voilà, parce que du côté des féministes, des fois, il y a aussi une tendance à moins mettre en avant la question sociale. Enfin, bon, mais c'est des choses qui ont changé et qui dépendent justement beaucoup des contextes. Donc ça m'intéresse bien de savoir comment ça se passe en Allemagne. Euh, et en fait, justement, cette idée de crise de la reproduction, que moi, je trouve ça très intéressant et c'est vraiment quelque chose, pour le coup, à partir, qui peut être très mobilisateur de plein de gens différents. Est-ce que les personnes qui se mobilisent dans ces grèves, elles ont ça en tête? Enfin, c'est quelque chose qui est présent un peu ou c'est plutôt une analyse a posteriori? Bon, j'ai beaucoup de questions, je suis désolée, mais une dernière remarque, je vais pas, même pas faire les 15 minutes, mais sur la question du Covid et de cette crise sanitaire qui a quand même été un moment assez significatif dans ces secteurs-là, parce on a quand même mis en avant des professions qu'on voyait plus, qu'on voyait pas forcément, donc les aides à domicile, les infirmières et plein d'autres. Et donc voilà, la question c'est héroïne et après quoi. Et donc, quels effets pour vous cette période elle a eu? Parce que nous, on a observé ça, enfin, Safia Domingue aussi a étudié un peu ces questions-là sur enfin, en tout cas, localement, moi, dans l'enquête que j'ai pu faire, ça a clairement créé une dynamique locale, syndicalement, c'est-à-dire il y a eu tellement de temps passé au téléphone par les syndicalistes de terrain pour répondre aux mille et une questions des aides à domicile que clairement, ça a créé une dynamique, des nouvelles syndiquées. Mais a posteriori, quand même, là, nous, notre enquête, on l'a fait pas 2, 3 ans après. Et il y avait quand même une amertume, parce que voilà, c'est ce que c'est notamment Clémence Ledoux et Marie Cartier, des collègues là, qui disaient ça, que la demande de reconnaissance, elle est tellement forte que, en fait, c'est pas le peu qu'elles ont obtenu à ce moment-là
satisfaire complètement tout ça. Mais bon, mine de rien, ça a quand même créé une dynamique. Et donc, voilà, je voulais, comme vous l'évoquez aussi, si vous avez le temps de revenir un peu là-dessus. Mais je vous remercie, j'ai vraiment été très intéressée de vous lire et de vous écouter. Merci pour les questions. On laisse la parole à Frédéric d'abord et ensuite Ingrid, tu pourras revenir sur les réponses. Oui, donc merci déjà pour cette invitation. Comme vous l'avez dit en introduction, je suis aussi le secrétaire de la section CFDT du CHU de Rouen, donc, qui est le premier employeur de Normandie avec 10 000 agents. Donc voilà. Donc du coup, on va aborder oui, le sujet de la grève et de l'engagement syndical, et notamment par rapport aux femmes qu'il peut y avoir dans le milieu hospitalier. Comme nous le savons, la grève est un droit fondamental, un outil de mobilisation puissant qui permet de faire entendre nos revendications. Mais dans notre secteur, le secteur hospitalier, mais comme le secteur de l'aide à domicile, ce droit est sans cesse remis en cause par des contraintes spécifiques. Donc effectivement, nous, à l'hôpital public français, le droit de grève est autorisé. Voilà, mais sauf que le personnel est assigné. Donc le droit de grève, il est quand même vite limité. Plus les retenues sur salaire, du coup, ce qui est quand même pas négligeable, le mépris des revendications. Et par moments, il peut y avoir aussi une opinion publique qui pourrait se montrer défavorable à la grève. Mais il y a un problème encore plus profond, c'est le choix budgétaire de l'État qui étrangle l'hôpital public année après année, et ça fait des années, des années, des années que ça dure. Des budgets qui sont toujours revus à la baisse, avec une logique d'austérité inacceptable. Et que dire des dernières annonces du président de la République annonçant l'effort de guerre, comme vous l'avez soutenu, vous l'avez indiqué dans votre dernière slide. Depuis des années, nous constatons une baisse continue des budgets alloués aux hôpitaux, ou à défaut, une augmentation des besoins sans financement ad hoc. Chaque plan économique, ce sont des suppressions de postes ou des fermetures de lits, et une pression toujours plus forte sur les agents hospitaliers. Comment accepter, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, comment accepter qu'en pleine crise sanitaire, les soignants aient été applaudis, puis quelques mois plus tard, laissés sans moyens pour travailler dignement? Effectivement, il y a eu, après les accords Ségur, pour lequel la CFDT avait signé cet accord, où il y a eu une avancée salariale demandée depuis des années, mais voilà, ça a été juste un one-shot. Et alors qu'on peut toujours dire que nos services sont toujours à bout de souffle et le manque de personnel est ressenti partout. La politique de restriction budgétaire entraîne des conséquences dramatiques. Des effectifs insuffisants, des soignants épuisés, contraints de faire toujours plus avec moins. Les fermetures de lits et de services augmentent les délais de prise en charge des patients. La dégradation des conditions de travail pousse de plus en plus d'agents à quitter l'hôpital public pour le privé, ou voire même le plus souvent se réorienter et faire autre chose. Un milieu essentiellement féminin et des inégalités aggravées. L'hôpital, comme vous le savez tous, est un milieu à très forte majorité féminine. Infirmières, aides-soignantes, agents de services hospitaliers, administratifs, logistiques, techniques. Les professionnels représentent 80% des effectifs de ce secteur, de cette branche. Pourtant, ils subissent de plein fouet tous les effets politiques d'austérité, à savoir les salaires bien souvent les plus faibles, notamment sur le secteur du personnel du bio-nettoyage, le temps partiel qui arrive à être imposé, la conciliation difficile entre vie professionnelle et vie familiale. Ne pas financer l'hôpital, c'est aussi aggraver les inégalités entre les hommes et les femmes. On pourrait se dire, dans la fonction publique, les grilles sont statutaires, donc normalement, qu'on soit un homme ou une femme, on devrait être payé pareil. Sauf que quand on creuse un petit peu, on s'aperçoit que l'impact des congés maternité, par exemple, dégrade la carrière des femmes. Et ça se vérifie encore plus sur la filière soignante. Je dirais que c'est quand même à peu près identique. Les hommes un petit peu mieux payés, mais ça s'explique du fait que les hommes vont souvent aller plus loin dans leur vie professionnelle et les femmes vont arrêter avant. Mais quand vous passez sur la filière technique ou administrative, vous avez des différences de 20 000 euros par an, qui s'expliquent parce que des hommes arrivent à négocier certainement des primes ou des choses que les femmes n'auront pas. Ensuite, faire grève à l'hôpital, un choix difficile mais nécessaire. Nous savons tous que faire grève à l'hôpital est particulièrement difficile. Contrairement à d'autres secteurs, la continuité des soins s'impose et les assignations limitent le nombre de grévistes effectifs. Ce qu'on peut aussi comprendre. On ne va pas non plus fermer un hôpital sous le principe du droit de grève.
Mais comme malheureusement en France, s'il n'y a pas un blocage complet d'une ville, le gouvernement il reste souvent un peu sourd à tout ça. Cela s'ajoute la question du salaire. Une journée de grève, c'est une journée de revenus sur le traitement qui décourage souvent certains agents. Nous, on incite souvent les agents à faire 1 heure de grève, voilà, pour qu'ils puissent être sur les tableaux de grévistes, mais néanmoins avoir moins d'impact financier. Ensuite, il y a la question de l'image. Trop souvent, on entend dire que la grève à l'hôpital, c'est irresponsable, qu'elle met en danger les patients. Sauf que c'est pas vrai, puisque les personnels sont assignés et quand ils sont assignés, ils travaillent dans les conditions habituelles. Ce ne sont pas les grévistes qui mènent l'hôpital en difficulté, ce sont plutôt les choix politiques et budgétaires qui sont faits depuis des années. Pour la CFDT, pour le coup, nous, on est dans une approche différente, on n'est pas dans l'opposition systématique et on essaye toujours de trouver des solutions. Il faut sortir de la vision pour essayer de sortir de l'hôpital public d'une uniquement défensive de la grève. On essaye d'associer généralement l'opinion publique, les patients, les commissions des usagers pour essayer de parler d'un bloc. Ensuite, c'est est-ce que les directions jouent le jeu? Le problème, c'est que l'on a souvent des directions qui nous disent qu'ils sont prêts à discuter, à négocier, et après, on nous renvoie en disant, bah, c'est pas nous, c'est le ministère. Donc, du coup, chacun se renvoie à la balle. Donc, les négociations se font pour la fonction publique hospitalière au niveau de l'État, avec une marge de manœuvre qui est très limitée au niveau local. Depuis peu, depuis les lois de transformation de la fonction publique, le législateur a introduit les négociations collectives. Donc, comme il peut s'y avoir dans le privé, il y a la possibilité de négocier avec l'employeur privé. Donc, ils nous ont donné ça dans l'hôpital public. Oui, sauf que l'hôpital public, ils sont tout à fait d'accord de négocier, mais ils n'ont pas le moyen avec. Donc, voilà. Donc, c'est très compliqué d'arriver à avoir des négociations, mais bon, on y arrive quand même. Euh, Lorsque l'on obtient des discussions, ouais, c'est ce que je vous disais, on obtient des discussions au niveau local avec la direction du CHU, par exemple, bah, elle me dit oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je n'ai pas les moyens de le faire. Même sur les inégalités entre les femmes, alors il y a des choses qui se font, on ne va pas dire non plus que rien se fait, mais c'est compliqué. Notre combat doit se mener à plusieurs niveaux, donc localement, effectivement, il faut quand même mettre une pression sur les directions et voir tous les leviers possibles qui sont mis à notre disposition, et au niveau national, bien évidemment. Il faut également prendre en compte ce que vous avez dit aussi par rapport à l'Allemagne, et ce qu'on est en train de vivre aussi en France, c'est l'externalisation de plus en plus massive du secteur hospitalier. Là, au CHU de Rouen, on a pris un virage, alors on nous appelle ça le plan, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, le schéma directeur logistique. Voilà, c'est ça, c'est un bien grand mot, tout simplement pour enlever les ASH. Donc les ASH, c'est les agents de services hospitaliers qui étaient au ménage dans les services, mais qui également amenaient aussi un verre d'eau à un patient, alerter une infirmière en cas de problème. Bon, bah, ça, on nous les enlève. Et on externalise, on met une boîte privée à la place. Eux, après, dans leur grande bienveillance, ils disent oui, mais on va mettre des logisticiens de soins, par exemple. C'est-à-dire que le décartonnage, plutôt que ce soit une infirmière qui range, on va mettre quelqu'un pour ranger à sa place. Ça, plutôt d'accord. Sauf que la présence qu'on avait avant de notre ASH public, qui avait quand même un regard attentif sur le patient, bah ça, on le perd. Et c'est une boîte privée qui gère ça avec des conditions de travail encore plus dégradées, notamment avec 95% de femmes avec des temps partiels. Donc, voilà, très compliqué. En conclusion, la grève à l'hôpital est une nécessité face aux attaques budgétaires et aux méprises des conditions de travail, mais elle doit s'inscrire dans une politique et une stratégie plus globale. Donc, il n'y a pas de blocage sans faire une recherche de solutions, mais nous ne lâcherons rien pour nous tous et pour l'hôpital public. Merci à tous. Merci. C'est très riche pour un regard syndicaliste au sein du séminaire international. Donc, vraiment, merci. Oui, mais c'est pas en plus, c'est vrai que ça m'a. Voilà, je découvre et c'est vrai que c'est intéressant d'échanger comme ça avec les pratiques et les retours des uns et des autres. Merci. Ingrid, je te relaisse la parole. Oui, je veux bien. Alors, j'ai plein de questions, surtout d'Eve. Eve, c'est ton nom? Oui. Alors, bon, je vais commencer. La première question, je crois, c'est qui travaille plus en Allemagne, hein? Et je dirais pas que c'est une question de classe, mais c'est plutôt une question de la situation familiale, parce que les mères, elles travaillent plus qu'avant.
Et ce sont elles qui travaillent en temps partiel. Avant, cela veut dire dans les années 70 ou même 80, elles travaillaient pas du tout ou seulement tard dans leur maternité. Et maintenant, c'est plutôt commun que, bon, après 3 ans en Bavière, mais même plutôt après un an ou même, oui, après un an, on recommence à travailler. Alors, c'est ça qui a changé en Allemagne. Bon, alors, et ce sont toutes les classes qui font ça, hein. Euh, c'est qui milite dans les hôpitaux et dans les crèches? Là, je dirais, bon, alors dans les hôpitaux, je ne peux même pas dire qu'il y a des grandes différences. Ce sont plutôt des stations qui sont variables. La question, c'est s'il y a un noyau, en gros, des activistes. Ce n'est pas une question de qualification tellement. Dans les crèches, c'est la situation. Ce qui est vachement important pour qu'une crèche bouge, c'est si la chef de la garderie, elle appartient au syndicat ou pas. Alors, c'est ça le point central, en gros. Et c'est aussi à cause de ça que Verdi, elle prend très sérieux les revendications des chefs de crèche, en gros, hein. Il faut toujours être sensible aussi pour cette, ouais, pour elle, en gros. Bon, tu as fait la remarque qu'en Allemagne, ce sont plutôt il y en a des mouvements, des grands mouvements dans tous les pays, et en Allemagne et en France, ce sont plutôt des petites. Mais il faut dire que justement, les grands mouvements, c'est pas très pratique, pas très pratique pour les syndicats, en gros. Ça coûte trop cher déjà, c'est trop compliqué à organiser. Et pour cela, ces conflits phares, normalement, tu les trouves dans des structures plus petites, en gros. Parce que ça vient avec, c'est nécessaire vraiment aussi de construire un réseau démocratique de base, des activistes qui font le lien entre les activistes de base et le syndicat, en gros. Et ça, tu ne peux pas très bien organiser dans toute l'Allemagne. Ça ne marche pas. Alors, justement, à cause de ça, Verdi a pris Berlin comme un endroit assez limité quand même, et comme une taille gérable. Et avant, ils ont fait aussi du organizing dans des structures, souvent de la ville, des crèches, en Allemagne de l'Est, par exemple. C'est pas la première fois qu'ils font ça. Mais bon, alors, taille limitée en tout cas, c'est mieux, hein. Alors, le rôle de l'État. Ouf. Oui, là, on peut écrire tout un texte là-dessus, hein, parce que c'est très important, c'est très intéressant. À mon avis, bon, parce que les luttes de soins, ils sont dirigées en Allemagne, en tout cas aussi en exprès, hein, envers l'État, en gros, hein. Ce ne sont pas les acteurs privés qui sont tellement inclus, parce que la situation est beaucoup plus compliquée, hein. Mais les communes, par exemple, tu peux mieux adresser comme être responsable pour la situation sociale, en gros, hein. Alors, l'argumentation est plus facile, hein. Et en plus, il y a la pression des élections, en gros, hein. Pour cela, Verdi, ils font des mobilisations aussi ciblées avant les élections, hein. Dans les Landes dans lesquelles sont bientôt des élections, ils font les mobilisations, hein. Alors, c'est un double jeu, en gros, de faire la grève à l'un côté et de faire la pression politique à l'autre côté, hein. Alors oui, l'État, je dirais, c'est l'adversaire dans ces conflits-là, relativement clairement. On a vu aussi que l'association patronale, la TDL, justement, c'est l'association des Landes, hein, qui là, c'est dur, hein, comme répression, ce qu'ils font, hein. Alors oui, c'est l'adversaire, moi, je dirais, mais qui a des points de pression, on peut dire ça, je sais pas, spécial.
pour, à cause de cela, on le prend comme adversaire, hein. Alors, c'est ça le rôle de l'État. La question mixée, non mixée, je demande ça aux syndicalistes aussi, chaque fois. Et ils me disent toujours, c'est pas une question. C'est pas une vraie question parce que avec les hommes qui travaillent dans le milieu hospitalier ou dans les crèches, on travaille pareil comme avec les femmes, hein. Alors, il m'a dit, ils font attention maintenant aussi. Dans les années 2010 encore, tu avais la situation que la base était féminisée et les délégués, déjà, il y avait plus des hommes et les représentants des délégués étaient encore plus des hommes et les négocieurs à l'échelle la plus haute, c'était que des hommes, hein. Alors là, c'était les années 2010 encore. Aujourd'hui, ça a changé, hein. C'est encore un petit peu comme ça, hein, un peu plus des hommes, le plus haut tu regardes, mais ils font attention que ce soit des femmes maintenant. Oui. Et les syndicalistes ils disent avec les mecs, on peut très bien euh, travailler aussi, hein. Ce ne sont pas des machos. Pour les jeunes hommes, ils sont bien pareils pour la collaboration comme les femmes. Bon, l'alliance avec les féministes, la situation est pareille comme en France. Ce sont deux cultures différentes, hein, les syndicalistes et les féministes. Mais depuis une dizaine d'années, je dirais, il y a des essais d'approche, mais des faibles essais quand même. Mais il y a déjà toute une histoire d'essais d'approche. Alors là, il a changé un petit peu, hein. Mais il y a, je crois, une semaine maintenant que j'ai fait une présentation pendant le mouvement de grève. Maintenant, ça a lieu dans l'instant, dans les crèches aussi, pas pour la décharge, mais pour l'augmentation du salaire, bon, alors pour non, c'est plutôt le mouvement normal. Et là, j'ai demandé aux femmes, c'était que des femmes devant moi qui venaient des hôpitaux et des crèches, s'ils prennent leur lutte comme des luttes féministes. Et elles disaient tous non. Non, non, quelle idée, hein. Alors, non, hein. C'est pas officiellement discuté comme ça, même si les syndicalistes, ils essayent de plus en plus de donner aussi ce cadre-là. Et il faut aussi dire que les féministes, ils s'approchent aussi un peu des syndicats le dernier tour. Une partie des féministes, hein. Il y a des cercles de discussion aussi sur un niveau fédéral. Bon, ça bouge un petit peu dans ce cas. Non, pas la dernière question. Tu m'as demandé si la crise de la reproduction, si c'est moi qui tient cette parole ou si c'est dans la tête des grévistes. Et là, je dirais c'est dans la tête des grévistes, hein, parce que la raison pour bouger dans les hôpitaux et aussi dans les crèches, pareil. C'est pas tellement. Oui, c'est qu'on veut mieux être estimé, à l'un côté être valorisé. Ouais, ça, c'est une raison, mais je dirais même la raison principale. Il bouge pour les clients, pour les enfants. C'est un truc aussi de care, pourquoi il bouge. Hein, alors, oui, et ils voient très bien qu'il y a, peut-être ils disent pas crise de la reproduction, mais elle voit bien que la situation, c'est intenable depuis longtemps maintenant. Et c'est ça la raison pourquoi elle bouge. Alors oui, ça, c'est dans les têtes. Pas la question féministe tellement, mais la crise de reproduction, oui. Bon, j'ai encore deux mots ici, externalisation. Euh, oui, dans les hôpitaux, c'est un vrai problème. Ça a eu lieu, ça a commencé au début des années 2000 même, hein. Et ça date longtemps qu'ils ont externalisé plein de choses, hein. Et là aussi, mais il y a des nouveaux conflits qui ont du succès vraiment de bouger dans les services externalisés pour, pour, pour leur donner en gros le même contrat collectif
comme dans les hôpitaux, hein. Ils sont externalisés. Souvent, il n'y a plus des contrats collectifs ou des autres. Et là, Verdi essaie de les rebouger sous le toit, en gros, du TVE, du contrat collectif du service public. Là, il y avait des conflits avec du succès, on peut juste dire, parce que les gens, ils sont bien mobilisables aussi. Et l'adversaire, c'est souvent aussi le Sénat ou la commune, et on peut faire la même pression, en gros, comme dans le cas des hôpitaux. Alors, oui, ça, c'est un sujet. Et puis, les effets de Corona, oui, c'est pareil comme en France. Et il faut dire, en 2022 et même 23 encore. Bon, les gens, ils s'étaient assez fatigués à l'un côté, mais ils s'étaient révoltés aussi. Tu vois, et alors, il y avait quand même un peu, bon, c'était furieuse, en gros, hein. Pour cela, même encore en 2023, je dirais, il y avait on a senti qu'elles veulent bouger. Et aujourd'hui, ils sont complètement fatigués, à mon avis, hein. C'est encore le effet Corona, plus on ne leur a pas donné quelque chose, malgré qu'il y avait Corona et elles ont bougé. Alors, il n'y avait pas de grand succès quand même. Et maintenant, il y a la situation de militarisation encore et aussi un discours officiel qui est vachement répressif. Alors, dans l'instant, bon, on verra où ça mène, je ne sais pas. Mais là, oui, Corona, c'était important.